Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Au Gabon, le projet de révision de la Constitution fait couler encre et salive. Ce jeudi, le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, a dit niet aux partisans du référendum sur la question. Nous irons au Malawi qui peut désormais compter sur les conseils d'une poignée de soldats de l'armée britannique dans sa lutte contre le braconnage. Et vous verrez qu'au Brésil, les spécialistes discutent depuis ce mercredi sur la meilleure façon de lutter contre l'hépatite, une maladie qui touche plus de 325 millions de personnes dans le monde. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Et je vous le disais à l'instant, le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, est sorti de sa réserve ce jeudi pour fustiger les propos de certains leaders politiques de l'opposition appelant à un référendum sur le projet de révision de la Constitution gabonaise. Écoutons un extrait de ses propos. Lorsque mes amis de l'opposition, pour ne pas les citer, Zakari Miboto et Eyegendon, parlent d'un projet de révision constitutionnelle qui consacrerait la monarchisation du Gabon, ils insultent pour ma part ma probité et ma détermination qu'ils connaissent bien de faire aboutir un véritable projet démocratique dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur nos conversations où le rêve de certains aurait été de prendre le pouvoir et de s'asseoir dessus en ignorant royalement un peuple dont on ne se servirait que pour la seule reconquête du pouvoir. Je ne vais pas revenir sur le fait que le renouvellement sans limite du mandat présidentiel n'est pas le fait du dialogue politique de Libreville, mais est lié à des turpitudes de ceux-là qui se reconnaîtront et qui ont proposé et soutenu de revenir sur les décisions de la conférence nationale. Ce faisant, lorsque pour distraire le peuple gabonais, comme on a toujours su le faire, on parle de soumettre à référendum les actes du dialogue en se référant à sa souveraineté, de qui se moque-t-on? Si on a parfois en notre capacité de changer par le vote le cours de nos vies, et ainsi de tenir compte du choix d'un peuple libre à même de limiter le mandat du président de la République, comment peut-on alors en même temps préconiser que par le biais d'un référendum, ce même peuple se fasse entendre et exprime un oui ou un non franc par son vote? Vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration du vice-président de la République à la fin de cette session d'information. En bref et en images, dans la suite, ce jeudi 2 novembre, à l'occasion de la fête des défunts, une messe à l'honneur des communicateurs ayant quitté le commun des mortels a été dite ce jeudi à la chapelle du petit séminaire Saint-Jean de Libreville, une initiative du département communication de l'archidiocèse de la capitale gabonaise. Pour la responsable, c'est un moyen de toujours penser à eux. Écoutons-la. Nous avons prié pour nos collègues communicateurs qui sont déjà partis, qui nous ont précédés, et pour nos parents aussi. Ça nous fait du bien pour nos parents. Il faut toujours se rappeler les autres qui sont partis. Il faut toujours penser à eux. Ils ne sont pas partis pour toujours. Ils sont toujours là avec nous. Il y a plutôt une communion entre les vivants et les défunts. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à eux, il faut toujours célébrer les messes. Pas seulement aujourd'hui, même pendant les messes ordinaires. Nous pensons toujours à eux. La responsable communication de cette initiative au micro de nos confrères de TV+.
Le réseau des organisations de la société civile prend langue avec le coordonnateur du programme des Nations Unies au Gabon. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les perspectives de mise en place d'un cadre de collaboration sur les problématiques liées aux objectifs de développement durable. Les précisions de Ismaël Obianzé. La rencontre de prise de contact entre les organisations de la société civile et le coordonnateur du programme des Nations Unies ne pouvait pas si bien tomber. Le réseau des OSCE vient de mettre en place un cadre de collaboration pays avec le système des Nations Unies. Ce cadre de travail intègre les objectifs de développement durable avec en ligne de mire le message de la société civile africaine lors de la COP23. La communauté internationale que représente ici l'ambassadeur Jackson devrait comprendre que l'Afrique a besoin de régler la question de l'adaptation. Nous vivons déjà, au moment où vous faites cette interview, vous voyez bien les précipitations climatiques. Vous allez sur le bord de mer, il y a des questions de raisons côtières, il y a des questions de l'agriculture. Donc l'Afrique, c'est d'abord l'adaptation. Le PNUD trouve ici un parfait interlocuteur pour parler protection de l'environnement. Pour nous, en tant que Nations Unies, dans n'importe quel pays, la société civile, dans sa richesse, dans sa diversité, reste un partenaire absolument clé. Et je crois que le dialogue triangulaire entre les Nations Unies, la société civile et le gouvernement reste absolument clé pour le développement durable du pays. Le réseau des organisations de la société civile sort du Parlement africain avec une feuille de route pour le Gabon qui doit parler en son nom lors du rendez-vous de la COP23. Il attend par ailleurs un soutien multiforme du programme des Nations Unies pour le développement. Sur un tout autre plan, le directeur général de la dette en visite dans les démembrements de son administration ce jeudi, une démarche qui vise la prise de contact et la mobilisation des équipes dans la dynamique du plan relance de l'économie gabonaise. Joël Tatou. Nommé il y a un mois, le directeur général de la dette, Hugues Mbadinga Madia, a pris contact avec les directions placées sous son autorité. Les administrations qui ont pour mission de garantir et de crédibiliser l'État dans sa gestion de la dette intérieure et extérieure, à l'heure du plan de relance de l'économie gabonaise soutenu par le Fonds monétaire international. La dette est un axe important dans le développement du pays, mais j'ai pensé que derrière les gestionnaires de la dette, il y a des hommes et des femmes, donc des administrés. C'est dans ce sens que j'avais souhaité aller toucher du doigt par moi-même, voir les conditions dans lesquelles mes collaborateurs travaillent. Il était essentiel pour le nouveau directeur général d'aller s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs. Il les a encouragés à relever les défis actuels. C'est leur engagement, justement, à tout faire pour faire en sorte que la gestion de la dette soit et demeure toujours un levier pour le développement de notre pays. Donc c'est cet esprit-là que j'ai vu et que je tiens à saluer de la part de mes collaborateurs. Tous ensemble sommes prêts à relever le défi que nous ont confié les plus hautes autorités, c'est-à-dire gérer la dette du pays de la manière la plus transparente, la plus efficace et dans le respect des normes. La dette, service public central dont les principales missions sont de définir une stratégie de gestion de la dette à long terme, procéder à la recherche de financement au plan national et international au meilleur coût. Un reportage de Joël Tatou rendu par Miran Dangué. J'en viens à la passation de charge de ce jeudi au ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture, des arts et traditions entre la secrétaire générale entrante Liliane Massala et les sortants Clarisse Ditona et Robert Endaman. Le reportage de Miran Dangué, Francis Ifunda. Fin de ménage à trois, le ministère de la Communication, de l'économie numérique, de la culture, des arts et traditions, chargé de l'éducation populaire et de l'instruction civique, aura désormais un seul secrétaire général. Il s'agit de Liliane Massala, ancienne secrétaire générale en charge de l'économie numérique. Le passage de témoin s'est tenu en présence de la ministre déléguée, Chantal Akposo, et son homologue de la culture est revenu sur les principaux chantiers qui attendent la promue. J'ose espérer, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas de choix, d'autre choix que de se mettre à la disposition du nouveau secrétaire général qui aujourd'hui
a la responsabilité de faire avancer tous les dossiers qui ont été arrêtés en notre sein. La nouvelle secrétaire générale est heureuse d'être à la tête de ce département ministériel et entend poursuivre le travail entamé par ses homologues et apporter certainement des innovations. Nous sommes à votre entière disposition pour continuer, pour ma part en ce qui concerne le plan économie numérique, et suivre le travail important abattu par mes prédécesseurs, Mme Ditona et M. Daman, dans les départements qu'ils ont eu à gérer jusqu'à ce jour. Donc je voudrais à leur adresse indiquer que nous voudrions pouvoir compter sur vous. Le principe de l'administration, c'est la continuité. Et donc, l'administration étant dynamique, vous n'avez pas démérité. J'aimerais vous le dire ici devant tout le monde. Et nous sommes toujours au service de l'État. 3 secrétaires généraux étaient chargés de pans bien précis au sein du dit ministère. La décision d'unir ces 3 fonctions en une seule a été entérinée lors du Conseil de ministres du 27 octobre dernier. Et en bonne place dans la suite, quelques montées au créneau à Libreville. Tout d'abord, pour cause de non-satisfaction des points contenus dans leur préavis de grève qui expirait ce 1er novembre à minuit, les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, ont mis à exécution ce jeudi leurs menaces. Les détails avec PJ au pass, Fred Ndongo. Réunis dans l'enceinte de la direction technique ce jeudi, les agents de la SEEG manifestent. Un mouvement prévisible depuis déjà quelques jours. Leur préavis de grève date du 19 octobre dernier. La grève était aujourd'hui. Jusqu'à minuit, on a attendu. Nous pouvons vous dire que les négociations n'ont pas encore commencé. L'inspection et l'administration du travail nous a rencontrés avec l'ADG, mais aucun compromis n'a été trouvé sur le préavis de grève, sur le préalable que nous avons posé. Et dans le cahier de charge, il y a 7 points au total. Un service minimum, dont la réception des usagers devant les caisses et à l'accueil pour ce qui est de Libreville et ses environs, sera assuré par l'agence du siège Sisonville. Nous avons élaboré un programme sur le service minimum, donc qui est recommandé par la loi. Nous avons eu une assise le 25 avec le directeur général, qui, avec le point en préalable, n'a pas trouvé de solution. Il y a un préalable, dès qu'il est acquis, on acte, et après, on peut suspendre le mouvement de grève parce qu'on ne négocie pas sous pression. Nous sommes conscients. Un mouvement qui survient alors que l'État s'est acquitté d'une somme de 31 milliards de francs, représentant 70% de la dette due à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Il faut dire que les négociations ont bel et bien débuté selon les dernières informations détenues en notre possession. Les négociations ont débuté entre les grévistes et la hiérarchie, et la direction générale annonce déjà pour ce vendredi à 11 h une rencontre entre les 2 parties suivie probablement d'un point de presse au siège de la SEEG de Libreville. Autre mouvement d'humeur, celui des agents de la société de téléphonie mobile Azur. Les agents réclament à la tutelle 6 mois de salaire impayé en attendant une satisfaction totale de leurs revendications. Ces derniers sont entrés dans une grève illimitée, en témoigne ce compte-rendu de Gaël Mapessi et Fred Ndongo. Trop c'est trop, peut-on lire sur les pancartes devant le siège d'Azur Gabon à Libreville. Les agents de cette société de téléphonie mobile sont entrés en grève illimitée. La raison, 6 mois de salaire impayé. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, c'est 6 mois de salaire impayé. Bon, nous sommes en arrivée là à cause de quoi? Disons que c'est une crise profonde qui dure pratiquement 2 ans de gestion opaque de l'entreprise. Ce qui nous a conduit aujourd'hui à manifester. Les bureaux quasiment vides, on note tout de même la présence de quelques agents à leur poste assurant le service minimum pour les clients qui viennent à contre-gouttes. Le mutisme de la direction générale plonge les salariés dans un fleuve de scepticisme qui les contraint à tenir leur mouvement de grève jusqu'à satisfaction totale de leurs principales revendications. Jusque-là, sauf si les délégués ont été contactés, mais à ma connaissance, non. La dernière fois, ils étaient à l'inspection du travail, ils ont eu à travailler sur certaines mesures d'entente pour que nous puissions avoir gain de cause, mais apparemment il y a un mutisme qui ne dit pas son nom et nous en sommes là. Apparemment ça devient comme si c'était un bras de fer.
Saisie, la Direction générale du travail a entamé les négociations avec le syndicat des travailleurs d'Azur Gabon et la Direction générale. En attendant, les abonnés Azur se contenteront du service minimum mis en place. Ce jeudi, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, s'est tenue une conférence de presse du collectif Les Kwele Brunch sur le thème « Le mariage autrement » en prélude du salon du mariage qui aura lieu le 4 novembre prochain à Libreville. Objectif, faciliter l'organisation de mariage au Gabon. Jamila Mbengman et Lardine Gemamba nous en disent davantage. Pour leur première édition du Salon du mariage, le groupe d'entrepreneurs féminins Loquel Brunch veut créer un réseau de référence de prestataires en matière d'organisation de mariage au Gabon afin de permettre à toutes les couches de réaliser le meilleur mariage possible en fonction de leurs revenus. Dans le principe de notre collectif, il n'est pas question d'exclure qui que ce soit. Il est question de dire aux gens, vous pouvez vous marier selon votre budget. Mais c'est aussi de dire aux gens, quand vous avez un certain budget, ça implique une certaine organisation, certaines restrictions peut-être. Donc, en fonction de votre budget, on fera votre mariage. L'innovation de cette année sera le clin d'œil civique à travers des ateliers d'éducation sur les choix des régimes matrimoniaux et les différentes démarches à faire par les conjoints et leurs ayants droit. Au cours de cet événement qu'est notre salon du mariage, il y aura des ateliers éducatifs avec des professionnels du mariage, toujours pour édifier les gens autour de la question du mariage, les bons choix à faire, les essentiels à savoir avant de s'engager dans la décision de se marier. Faciliter l'organisation du mariage en évitant tout type de stress sera donc le leitmotiv de ce collectif qui organisera ce 4 novembre au Radisson Blu de Libreville l'événement à proprement dit du salon de mariage avec des stands d'exposition d'accessoires et des ateliers animés par des experts en la matière. Ouvrons la page Afrique. Tout d'abord, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a été accueilli ce mercredi par son homologue du Soudan, Omar El-Béchir, lors d'une cérémonie à l'aéroport international de Khartoum. Miranda Ngué s'en fait l'écho. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a entamé mercredi une visite de 2 jours au Soudan dans le but d'apaiser les tensions entre ces deux pays frontaliers. Salva Kiir, qui effectue sa 3e visite au Soudan depuis la sécession de son pays en 2011, a été accueilli par son homologue soudanais, Omar El-Béchir, à sa descente d'avion. Cette visite a pour but de normaliser les relations entre les deux pays, qui ont été tendues. Les deux pays devraient coopérer dans l'intérêt de leur peuple, car il s'agit d'un seul peuple vivant dans 2 pays. Son homologue soudanais Ahmed Bilal a estimé que ce déplacement avait pour but d'instaurer la sécurité et la stabilité entre les deux pays voisins. Cette visite vise à établir la sécurité et la stabilité dans les deux pays et assurer le bien-être de leur peuple. Le Soudan et le Soudan du Sud n'ont pas réussi à mettre en œuvre un accord de coopération globale qu'ils ont signé en septembre 2012 dans la capitale éthiopienne d'Addis Abeba, sous les auspices de l'Union africaine. L'accord comprend un ensemble d'ententes relatives à la sécurité, au statut des citoyens, aux questions frontalières et économiques et autres concernant le pétrole et le commerce. Je vous le disais à l'entame, dans leur traque quotidienne pour débusquer les braconniers qui déciment les éléphants et les rhinocéros, les gardes du parc national de Liwonde au Malawi peuvent désormais compter sur les conseils d'une poignée de soldats de l'armée britannique dans le cadre d'un programme de formation aux techniques de lutte contre le braconnage. Lariska Lormamingi. Sous un soleil de plomb, des rangers profitent de l'ombre d'un arbre immense pour souffler. Depuis l'aube, ils quadrillent le parc national de Liwonde, dans le centre du Malawi, pour débusquer les braconniers qui y déciment éléphants et rhinocéros. Ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter les compétences de ces gars pour qu'ils soient capables de gérer confortablement les braconniers sur le terrain. Au fil des ans, cette traque est devenue une activité de plus en plus risquée. Leurs cibles sont désormais armées de fusils d'assaut
et n'hésitent plus à s'en servir pour leur échapper. Dans leur traque quotidienne, les gardes de Liwonde peuvent désormais compter sur les conseils d'une poignée de soldats de l'armée britannique dans le cadre d'un programme de formation aux techniques de lutte contre les trafiquants. Depuis que je travaille ici, j'ai rencontré beaucoup de braconniers. J'ai arrêté beaucoup de braconniers et j'ai eu des situations où nous n'avons peut-être pas réussi à arrêter les braconniers parce que nous n'avions pas certaines compétences. Mais après avoir fait l'entraînement avec les Britanniques, je suis à l'aise et je suis heureux que toutes les mauvaises situations auxquelles j'ai été confronté, tous les défis que nous n'arrivions pas à accomplir par le passé, par exemple en ce qui concerne l'arrestation des braconniers, ce sera du passé désormais. Le projet a été initié par le prince Harry, qui a visité en début d'année le parc proche de la frontière du Mozambique pour y assister au déménagement de 300 éléphants vers la réserve de Conta Cotta, moins visée par les contrebandiers. En 2015, ce parc était la proie des trafiquants. Heureusement, la situation est aujourd'hui sous contrôle, assure le directeur des parcs et de la faune du Malawi, Bright Kunchedwa. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord aux États-Unis, on apprend que l'attentat de New York qui a été perpétré mardi était au nom du groupe État islamique après avoir été préparé minutieusement pendant 2 mois, selon les déclarations faites ce mercredi par le chef de police de New York, John Miller. Lambris Zoubala nous en dit plus. D'après l'enquête conduite cette nuit, il apparaît que Saipov planifiait cette attaque depuis plusieurs semaines. Il l'a fait au nom de l'État islamique et parmi les objets découverts sur les lieux se trouvait un message manuscrit en arabe citant l'État islamique. Il semble avoir suivi à la lettre les instructions que l'État islamique a publiées sur ses comptes de réseaux sociaux à destination de ses abonnés, indiquant comment mener une telle attaque. Il paraît que M. Saipov préparait ça depuis plusieurs semaines. Il l'a fait au nom de l'État islamique et avec les autres objets récupérés sur les lieux, il y avait quelques notes qui indiquent ça. Plusieurs couteaux ont également été retrouvés à l'intérieur et autour du véhicule, utilisés pour foncer sur les piétons et les cyclistes dans le sud-ouest de Manhattan mardi. Les policiers ont également retrouvé un pistolet de paintball et un pistolet à plomb. Nous pensons que c'était une attaque contre nos valeurs. C'est un effort pour briser notre esprit. Eh bien, cet effort pour briser notre esprit a échoué. C'était les actions d'un lâche dépravé. Il n'y a pas de grande déclaration à faire. C'est l'acte d'un lâche. Arrivé en mars 2010 de l'Ouzbékistan, Saipov résidait légalement aux États-Unis. Je vous l'annonçais en titre, au Brésil, plus de 200 spécialistes du monde entier participent au sommet mondial de l'hépatite qui s'est ouvert ce mercredi à Sao Paulo sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour discuter des façons d'éradiquer cette maladie qui touche plus de 325 millions de personnes. Svetlana Gadis-Maganga. 9 pays pourraient éradiquer l'hépatite C d'ici 2030, selon des données diffusées lors du 2e sommet mondial sur cette maladie qui s'est ouvert mercredi à Sao Paulo sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 200 spécialistes du monde entier participent à ce sommet mondial de l'hépatite pour discuter la façon d'éradiquer cette maladie qui touche plus de 325 millions de personnes. L'hépatite a longtemps été une épidémie silencieuse parce qu'on n'y prêtait pas attention. C'est aussi une épidémie silencieuse parce que les gens sont infectés. Et il faut parfois 15, 20, voire 25 ans avant de développer les symptômes. Le Brésil qui accueille l'événement, l'Égypte, la Géorgie, l'Allemagne, l'Islande, le Japon, les Pays-Bas, l'Australie et le Qatar sont les pays dont les avancées laissent entrevoir qu'ils rempliront les objectifs fixés par l'OMS en 2016. Il y a environ 300 millions de personnes qui n'ont pas encore de diagnostic. Donc nous n'avons diagnostiqué que 10 à 20% des cas et encore là, c'est une surestimation. Parce que bien souvent l'hépatite ne vient qu'avec quelques symptômes et ils ne sont pas très spécifiques tant que le foie n'est pas très affecté. L'hépatite, qui cause 1,3 million de décès par an dans le monde, est une inflammation du foie provoquée par un virus.
Il en existe 5 types, même si la B et la C sont responsables de plus de la moitié des nouveaux cas du cancer du foie, selon l'OMS. 12 millions de tests seront distribués en 2018 pour un total de 200 millions d'ici 2030, l'équivalent de la population du pays. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, le projet de révision de la Constitution fait couler encre et salive. Ce jeudi, le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, a dit niet aux partisans, dis-je bien, du référendum sur la question. L'intégralité à suivre au sortir de ce journal. Nous étions au Malawi. Le pays peut désormais compter sur les conseils d'une poignée de soldats de l'armée britannique dans sa lutte contre le braconnage. Et vous l'avez vu à l'instant au Brésil, les spécialistes discutent depuis ce mercredi sur la meilleure façon de lutter contre l'hépatite, une maladie qui touche plus de 325 millions de personnes dans le monde. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. À 22 h, Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre développement de l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver dès lundi à 18 h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.